Vous regardez Média 1 TV Afrique, soyez les bienvenus dans votre émission Talk Afrique. On parle aujourd'hui du secteur informel sur le continent africain. Il occupe une grande partie des emplois, notamment dans l'agriculture, mais aussi le commerce. Il représente de 20 à 65% du PIB des États africains, selon le FMI. Le secteur informel, obstacle à l'économie du continent, au levier de développement. Quel est son poids réel dans les PIB africains? Des réponses dans ce Talk Afrique avec nos invités, Dr Ibrahim Baye, directeur de la planification des études à l'ADPME, l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Et Monsieur Messa Babou, économiste. Dr Ibrahim Baye, bonjour et bienvenue dans ce Talk Afrique. Bonjour madame, merci de l'invitation. Monsieur Babou, bonjour. Bonjour madame, merci. Tout d'abord, comment peut-on définir le secteur informel, Monsieur Babou? Oui, le secteur informel, pour ne pas être dans la redondance, c'est quelque chose qui n'est pas formalisé. En fait, ce sont des acteurs très souvent économiques qui ne sont pas immatriculés au niveau de l'État, au niveau des services de l'État, mais qui sont dans le tissu économique global du pays. Et donc, c'est une partie de cette économie-là qui est complètement en dehors du contrôle de l'État, en dehors de toute réglementation, mais qui se développe dans son petit coin et qui n'est pas en fait soumis aux réglementations qui est en fait mise en place pour toutes les entreprises. Et docteur Ibrahim Baye, pour vous, que pouvez-vous dire par rapport à cela? Comment pouvez-vous définir le secteur? De mon ancien professeur, s'il définit le secteur informel, moi je ne peux rien ajouter, c'est mon ancien professeur de l'université. Mais en tout cas, le secteur informel, moi je le définis, comme il a dit, comme des espaces où en tout cas la production se fait en ne pas respectant en tout cas les règles en vigueur en matière de réglementation, n'est-ce pas, sur le plan administratif, mais également sur le plan organisationnel. Donc, il échappe donc forcément, donc, notamment donc, à tout ce qui est en tout cas fiscalité, n'est-ce pas, parce que c'est des entités, en tout cas, qui ne sont pas en tout cas connues des services de l'État. Ce qui fait que donc, du point de vue en tout cas numérique, n'est-ce pas, il y a une surestimation en tout cas du nombre, mais également une surestimation aussi de la contribution dans les grandeurs macroéconomiques. Alors, les commerçants ambulants ou encore des entités qui sont dans l'informel disent payer des taxes. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre ce qu'ils payent comme taxes et ce qu'ils devraient réellement payer pour réaliser leur situation, Monsieur Babou? Oui, généralement, ce sont les municipalités qui, parce que ces gens-là occupent des espaces au niveau de la municipalité, qui leur imposent une taxe municipale. Ça n'a rien à voir avec une réglementation fiscale qui serait dans les caisses de l'État, au trésor public. Mais ce sont les mairies qui imposent des taxes municipales très souvent journalières pour la petite place qu'on occupe. Et ce sont des taxes extrêmement faibles, 100 francs, 200 francs. Et c'est peut-être ça la différence entre une réglementation qui devrait être appliquée avec des gens connus et reconnus, qui s'ils ne payent pas pouvaient être poursuivis, avec des vendeurs à la sauvette, avec des artisans installés quelque part, avec autorisation de la mairie mais pas de l'État. Et par conséquent, ces petites taxes qu'on appelle taxes municipales n'ont rien à voir avec la taxe fiscale qui devrait tomber dans le trésor public ici. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise information entre ces commerçants ambulants et l'État par rapport à ces taxes? Non, l'État ne les reconnaît pas, l'État ne les connaît pas. En fait, ce sont des gens qui ne sont pas immatriculés. L'État ne peut pas, comme la mairie, poursuivre quelqu'un pour des miettes de francs. L'État met une réglementation, donne une date butoir, donne un taux d'impôt à payer. Par conséquent, les entités devraient se soumettre à cette réglementation-là. Mais ici, le vendeur de la sauvette ne peut pas être régi par cette réglementation. Le mécanicien qui est dehors ne peut pas être régi par cette réglementation. Mais la municipalité qui leur a autorisé de s'installer
dans un espace, impose maintenant qu'ils payent quand même ce qu'on appelle une taxe municipale. Et cette taxe municipale est propre à chaque municipalité, selon les terrains. Mais en fait, je vous dis que ce n'est pas en fait une taxe fiscale réglementée par l'État qui tomberait dans l'arc-en-ciel du trésor public. Le secteur informel a longtemps été vu comme une fatalité en Afrique. Pourquoi, Dr Mbaye? Bon, si vous permettez, pour revenir juste à sa question, pour compléter un peu, c'est vrai, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les municipalités ont des possibilités d'identifier, de faire le recensement des petites unités qui existent et les suivre pour payer des petites taxes. Maintenant, le problème c'est qu'en fait, comme ils ne sont pas immatriculés au niveau de l'État, l'impôt sur les sociétés et les autres formes d'impôts ne peuvent pas être appliquées, n'est-ce pas? Et de l'autre côté également, c'est qu'il y a aussi pour les entreprises, les petites entreprises qui sont, les petits commerçants qui sont en tout cas immatriculés, il y a la contribution globale unique qui est là, n'est-ce pas, qui permet à une entreprise qui fait moins de 50 millions en tout cas de bénéfices de pouvoir payer en tout cas une petite somme. Mais le problème c'est que ces entreprises vont faire des fautes dans la déclaration pour ne pas dépasser ces montants-là. Et c'est ça qui fait qu'on perd beaucoup en fait, n'est-ce pas, l'État perd beaucoup en termes de fiscalité. Maintenant, je pourrais revenir à la question. Bon, il faut peut-être se rappeler d'où vient le secteur informel. Si on retourne aux années 50, avec les phénomènes d'exode rural, on s'est rendu compte à un moment donné, il y a eu beaucoup de ruraux qui sont venus en tout cas dans les campagnes pour trouver des emplois. Et que ce qui s'est posé, c'est que le secteur formel ne pouvait pas, en tout cas à un moment donné, employer tous ces demandeurs d'emploi. Donc forcément, il y a eu la naissance de petits commerçants, de petits ouvriers par-ci par-là. Donc ils font des petits boulots. Des petits boulots, donc le secteur informel qui est là. Bon, à un moment donné, les États, avec les partenaires financiers, essayaient de contourner en tout cas ce phénomène-là parce qu'ils voyaient ça comme un frein au développement parce qu'ils ne participaient pas à la fiscalité. Mais depuis quelques années, les États, de même que les partenaires ont vu le secteur informel comme étant en tout cas un pourvoyeur en tout cas d'emploi. Dire qu'il y a une amélioration? Bon, c'est un changement de paradigme. Parce qu'à un moment donné, avec les études qui ont été faites par la Banque mondiale et la DPE notamment aussi là, au Sénégal, on s'est rendu compte que les secteurs informels contribuaient à 49%, n'est-ce pas, au PIB, au produit intérieur brut. Et plus de la moitié de la population active, n'est-ce pas, venait de ce secteur-là. Donc ça, il fallait donc essayer de voir comment, n'est-ce pas, renforcer ce secteur-là, comment encadrer ce secteur-là pour créer davantage de valeur ajoutée, pour créer davantage d'emplois, mais des emplois décents et des emplois durables. C'est ça le changement de paradigme. Donc la vision qu'on avait, que les partenaires au développement et l'État avaient de ce secteur a changé. Maintenant, il faut accompagner ce secteur-là vers la formalisation. On va en parler. Monsieur Babou, tout à l'heure, Dr Mbaye parlait de la valeur ajoutée. Le secteur informel est difficile à mesurer et il est très hétérogène en Afrique. Que représente-t-il dans le PIB d'un État comme le Sénégal? Bon, ce sont des chiffres qui ont été donnés par, je crois, la Banque mondiale, en tout cas des organisations qui ont fait cette étude-là, dans les 41%, je crois. Je ne saurais confirmer ce chiffre. Ce que nous avons comme information, la Banque mondiale parle de 97%. Non, de création d'emplois. Les créations d'emplois, voilà. 97%. Pas dans la participation du PIB. D'accord. Voilà, la participation du PIB tourne autour peut-être de 41%. Oui. La difficulté, c'est que le PIB doit être calculé souvent une comptabilité. Et cette comptabilité n'existe pas très souvent au niveau du secteur informel. Parce que c'est la somme des valeurs ajoutées. Maintenant, quelle méthodologie ont-ils utilisé peut-être pour capter ces valeurs ajoutées? Parce qu'il y en a. Un restaurant, un garage de mécanicien, un maçon qui n'est pas, etc. Ou bien un vendeur à la sauvette, ces gens-là, effectivement, gagnent par jour. Et donc, ils ont peut-être utilisé une méthodologie qui leur permet de faire ce calcul-là et de comprendre ce que Ibra disait tout à l'heure, ce changement de paradigme. C'est-à-dire qu'au départ, on était tous contre ce secteur informel, mais on s'est rendu compte que finalement, ce secteur informel était un matelas économique et social. Que ces gens-là étaient capables de se faire leur propre emploi sans venir taper à la porte de l'État
ce qui serait une bombe sociale, que ces gens-là aussi se débrouillent sur le plan économique et donc participent effectivement au dispositif de l'enseignement économique. Je donne un exemple terre à terre. Un commerçant qui débarque un conteneur à Dakar de serviettes peut le vendre en moins de 72 heures à cause de ces gosses-là. Ce sont de grands distributeurs. Et si ces gosses n'existaient pas, si ce secteur informel n'existait pas, ce conteneur du commerçant à Sandaga ferait peut-être 6 mois ou 1 an pour être écoulé. Pour donner l'importance, en fait, de ce secteur aussi dans le dynamisme économique des acteurs formalisés. Vous parlez du PIB qui est autour de 40%. Oui. Par contre, la Banque mondiale indique que le secteur informel au Sénégal est à l'origine de 97% des créations d'emplois. Ça veut dire que quelque part, le secteur informel réduit le taux de chômage. Docteur Oui, bon, moi je dirais que c'est un chiffre qui est très, en tout cas, ambitieux, hein, parce que là, aujourd'hui, les chiffres qu'on a aujourd'hui, c'est entre 50 et les 2 tiers, entre 50 et 67% de création d'emplois. C'est ça les chiffres aujourd'hui formels. Mais les 97%, effectivement, il y a 97% ça c'est la part du secteur informel dans les entreprises du Sénégal. Le secteur informel représente 97% du tissu économique sénégalais. Ça, c'est des chiffres qui ont été confirmés par le dernier recensement général des entreprises, le RGE, qui a été fait par l'ANSD. Donc, et ça confirme encore une fois le choix de faire ce paradigme. Parce que si 97% des entreprises, n'est-ce pas, parce que le dernier recensement a montré qu'il y a 400 000 entreprises au Sénégal, et dans ces 400 000, 97% sont des entreprises informelles. Et là, je vais en tout cas préciser ce qu'on entend à ce niveau par informel. Ici, informel va sur les 97%, c'est les entreprises, parce que comme l'a dit le professeur, si c'est les entreprises informelles qui n'ont pas de NINEA, on ne peut pas les comptabiliser. Mais ça, l'ANSD, en tout cas au niveau du Sénégal, dans le calcul, on prend les entreprises qui ont des NINEA et des registres de commerce, donc qui sont formelles sur le plan administratif, mais qui ne sont pas formelles sur le plan de la tenue de la comptabilité. La formalité et de l'organisation. La formalité organisationnelle. Donc c'est ça qui est 97%. Donc ça veut dire qu'il y a tous ces entreprises-là qui n'ont pas de NINEA, qu'on n'a pas comptabilisé dans les grandeurs, dans la comptabilité nationale. Et comme pour confirmer ce que dit le professeur, il y a sous-estimation de la contribution du secteur dans, n'est-ce pas, les grandeurs économiques. Vous, certains économistes pensent que l'économie informelle est un obstacle à l'économie d'un pays. Partagez-vous cet avis? Non seulement, comme par rapport à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, ce n'est pas un obstacle à une économie. Parce qu'en fait, le secteur formel s'appuie très souvent sur ce secteur informel-là pour pouvoir massifier même ses activités. Parce qu'il est difficile à une entreprise très souvent de faire des investissements dans plusieurs points. Alors que les informels qui sont là vous permettent quand même de massifier sans faire d'investissement. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que pour certains, ce sont de grands distributeurs. Mais s'ils ne payent pas d'impôts. Oui, ils ne payent pas d'impôts, mais écoutez, moi je préfère qu'ils ne payent pas d'impôts, mais qu'ils trouvent du travail, qu'ils participent à l'effort économique global. L'État pouvait même dire ne payez pas d'impôts. Parce que souvent, l'impôt c'est quoi pour l'État? L'impôt c'est pour avoir de l'argent pour faire des investissements publics. Mais il y a quelque part où l'État peut faire un renoncement. Alors, toujours avec vous, M. Babou, beaucoup de commerçants qui sont en situation irrégulière préfèrent ce statut plutôt que de payer des impôts. Comment peuvent-ils passer du secteur informel au formel? Voilà. Est-ce que l'État sénégalais a pris des mesures d'accompagnement par rapport à cela? Je crois que ce n'est pas l'impôt qui les fait fuir. C'est beaucoup plus que ça. Il y a tout le tarata administratif. Vous savez, nos États aussi sont tellement administratifs. Il y a trop de paperasse, il y a trop de... toutes ces choses-là qui gênent. C'est comme aller à la banque avec tout l'effort qu'il faudra, avec toute l'administration bancaire. Les gens préfèrent garder leur argent à la maison. Donc, ce n'est pas seulement payer un impôt qui est le problème, à mon avis. Mais ce sont des difficultés administratives, des autorisations à n'en plus finir, tout un dispositif. Il est dans l'administration, et c'est ce que j'ai dit, c'est trop lent, c'est trop lourd. Finalement, ces gens-là se disent que autant ne pas passer par cette porte-là, parce que de toute façon, ils vont me mettre des bâtons dans les roues. Donc moi, je crois que c'est à la fois le dispositif fiscal
mais aussi tout le dispositif administratif et réglementaire qui font que finalement ces gens-là sont découragés, d'autant que ce sont des analphabètes. Et donc ce sont des gens qui ne peuvent pas comprendre tout ce qui Docteur Mbaye, doivent justifier. M. Babou parle de trop de tracasseries. Voilà. Quels sont les risques que courent ces personnes qui sont dans l'informel? Si ces personnes se disent que bon, c'est mieux de rester dans ce secteur, certainement, quelque part, il y a des risques. Je vais répondre directement aux trois questions. Dans le premier temps, on va revenir sur... bon, c'est vrai que le secteur informel, aujourd'hui, contribue beaucoup dans l'économie. Aujourd'hui, c'est 600 milliards la masse salariale, n'est-ce pas, du secteur informel, plus de 4 000 milliards de valeur ajoutée pour le secteur informel. Donc, c'est un secteur qu'on ne peut pas mettre de côté, contribue à l'économie. Mais malheureusement, ce secteur ne contribue pas sur le plan fiscal. Les indicateurs, en tout cas budgétaires, sont très faibles. Parce qu'il n'y a que 3% de contribution du secteur dans le... On perd beaucoup. Rester dans ce secteur informel. Il ne doit pas rester dans ce secteur. Est-ce qu'ils sont protégés? Est-ce qu'ils sont protégés? Non, il y a quelques risques En fait, le problème, avant de venir au risque, c'est qu'il faut voir pourquoi ils restent à l'informel. Parce que c'est un choix personnel. Parce que si, quand vous venez vous formaliser, le taux d'imposition... Bon, contrairement au professeur, moi je ne suis pas d'accord quand il dit que l'impôt n'est pas un obstacle. Hein. On a fait une étude récemment qui a montré que ce qui maintient ces entreprises dans ce secteur informel, dans un premier temps, c'est le taux d'imposition qui est très élevé. 30%. Donc une entreprise aujourd'hui vous venez de vous formaliser, automatiquement, bon, je ne veux pas défendre, je ne veux pas dire qu'il ne paie pas, mais au moins qu'il y ait une exonération, comme dans les pays émergents. Moi, j'ai fait un benchmark dans beaucoup de pays, mais dans tous ces pays-là, il y a des incitations fiscales. C'est-à-dire quand vous formalisez, on vous laisse au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps de se développer pour payer de l'impôt. L'autre chose également, donc, c'est quoi? C'est aussi des incitations sur le plan social. Il n'y en a pas sur le plan social. C'est pourquoi il reste à l'informel. Des incitations sur le plan financier. Et le risque, c'est quoi? Si vous restez dans l'informel, le risque, c'est que vous n'aurez pas de marché. La passation de marché aujourd'hui, n'est-ce pas, l'une des obligations majeures pour participer à la passation de marché, c'est d'être administrativement reconnu, le cutus fiscal. Ça, c'est un. Deuxième risque, vous n'aurez pas le financement. Aujourd'hui, tout le monde sait que les banques, aujourd'hui, le dossier de banque, aujourd'hui, il faut être formel. Donc, si vous ne tenez pas, vous ne tenez pas de comptabilité, n'est-ce pas, il n'y a pas d'état financier, tout le monde sait qu'aujourd'hui, les banques, le financement bancaire, se base sur les états financiers. Est-ce que les microcrédits sont des résolutions? Parce qu'on voit un peu des structures qui accompagnent ces PME ou bien encore ces personnes qui sont dans le secteur informel. Est-ce que les microcrédits sont des résolutions? Oui, moins exigeants que les banques, parce qu'en fait, c'est souvent des prêts personnels. Hein, alors que la banque regarde beaucoup plus le dispositif de comptabilité pour s'assurer, pour prendre toutes les garanties, quoi. Mais la microfinance, qui finance souvent des groupements de femmes qui n'ont même pas encore démarré, ou qui ont démarré mais sans aucune comptabilité, il y a une facilitation quand même à ce niveau-là. Mais comme disait Ibrahim, c'est vrai qu'on perd beaucoup. C'est-à-dire que moi, je suis d'avis qu'ils ne sont pas restés forcément dans l'informel, parce qu'ils veulent aussi y rester, très souvent. Parce que si vous grandissez, avec un accroissement d'activité, vous êtes obligé de vous formaliser. À un certain moment, tôt ou tard. Donc, c'est un passage, à mon avis, en tout cas, si vous réussissez votre entrée dans ce secteur, vous êtes obligé de faire le bond en avant, vous formaliser et participer, comme il dit, au marché public, parce que là, vous ne pouvez plus gagner de marché public, avoir un prêt bancaire, parce que là, vous tenez une comptabilité qui est très claire, et donc, bon, il y a cette peur de plonger dans ce qui n'est pas inconnu pour eux. Ce sont donc ces tracasseries, l'impôt est extrêmement cher. L'État ne fait rien aussi pour adoucir le passage. Monsieur Babou, intégrer l'informel dans le formel uniquement à travers cette vision fiscaliste, est-ce la seule résolution ou la seule solution? Pour moi, l'intégration n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent définitivement que l'informel existera et continuera d'exister jusqu'à la fin des temps dans tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'il y a forcément un débutant, qui, lui, quand il commence ses activités,
ne peut pas aller dire que je suis là. Il faut comprendre que ces gens-là n'ont pas le choix. C'est la pauvreté. C'est la débrouille, en fait. Quand quelqu'un est en train de se débrouiller, il ne peut pas être dans le dispositif formel. Donc, l'intégration, non. Moi, je crois qu'ils s'intégreront eux-mêmes par rapport à leur taille, par rapport à l'envergure de leurs activités. Moi, j'ai vu un mécanicien qui a déménagé, qui s'est formalisé. Il a créé une entreprise maintenant avec un nom. Il a tout ce tralala administratif-là. Il répare au moins aujourd'hui les voitures de 3 ministères. Et s'il n'était pas formalisé, il ne serait jamais à ce niveau-là. Pourtant, c'était un mécanicien comme tous les mécaniciens, mais il a compris que son développement passerait forcément par une formalisation. Et il a créé une entreprise avec un nom. Et ce qui lui a permis aujourd'hui d'être dans des marchés publics. Est-il possible de résorber le secteur informel, Dr Maye? Oui, c'est très possible. Je crois que déjà, c'est une obligation aujourd'hui. On a l'obligation, en tout cas, en tant qu'État, en tout cas, de formaliser, de promouvoir la formalisation des entreprises. Non seulement en termes de recettes fiscales, ça c'est une raison, effectivement, parce qu'on perd beaucoup de fiscalité, mais également en termes de développement économique et social. Aujourd'hui, avec le nouveau PSE, on est à la phase 2, le PSE2, où on parle de transformation totale de l'économie, n'est-ce pas? Parce que dans le PSE1, avec cette transformation, on avait vu que donc on avait des taux de croissance de 6-7%, mais cette croissance n'était pas inclusive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de création massive d'emplois durables. Cette croissance également n'était pas diversifiée, donc cette croissance n'était pas sociale, n'était pas inclusive. Maintenant, pourquoi? Si on regarde bien, c'est parce que 97%, c'est la réponse. Les gens sont informels. Donc c'est des entreprises qui créent de la valeur, mais qui n'est pas comptabilisée. Des emplois qui ne sont pas décents, qui ne sont pas durables. Donc fondamentalement, pour aller vers cette transformation sociale de l'économie, il faut aller vers la formalisation de nos entreprises. Ça c'est important, parce que ça va nous permettre de créer davantage de valeur ajoutée, davantage d'emplois, mais également davantage d'exportation. Parce qu'aujourd'hui, ces entreprises ne peuvent pas exporter. Il y a un frein à l'exportation. Ces entreprises importent beaucoup. La balance commerciale devient de plus en plus déficitaire à cause des entreprises informelles. Ne serait-ce que de ce point de vue-là, sur le plan de ces grandeurs macro, on a l'obligation de formaliser. Maintenant, comment? Monsieur Babou disait qu'on ne pourra pas résorber le secteur informel. Et vous, à l'ADPME, vous accompagnez les entreprises qui sont dans le secteur informel. Est-ce que vous partagez son avis? Non, je ne partage pas carrément, mais je le comprends aussi. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas formaliser toutes les entreprises. Mais quand même, il y a ce qu'on appelle le gros informel. Et les entreprises qui ont atteint un certain niveau, il faut les formaliser. Fondamentalement, c'est ce que je disais. Il faut parce que c'est des manques à gagner pour l'État, en termes de fiscalité, mais également en termes de contribution à la création de richesses. Maintenant, comment c'est très... Bon, là, on est en train de travailler sur une nouvelle loi, la loi sur le développement des PME et la modernisation de l'économie, avec un statut où on propose un statut particulier pour la PME. L'État propose aujourd'hui un statut particulier pour les entreprises informelles, n'est-ce pas, un régime spécial avec DPE, avec quoi? Avec des parce que nous, on a fait un benchmark hein, au Rwanda, au Maroc, n'est-ce pas, au Kenya, etc. Et dans ces pays, pourquoi ils ont gagné ce pari-là? C'est seulement parce qu'ils ont amené des innovations sur le plan fiscal. Des exonérations, comme j'ai dit tout à l'heure, 3 ans sans payer des impôts, des incitations, l'obligation de donner des états financiers, la tenue comptabilité, n'est-ce pas, avec des incitations sur le plan social, un régime social simplifié, comme disait le professeur, hein, toutes ces lourdeurs-là, il faut les enlever, des incitations sur le plan de l'investissement. Quand vous voulez investir, il y a un fonds d'investissement qui est là, qui vous accompagne, des incitations sur le plan également des exportations. Quand vous voulez exporter également, on vous accompagne à l'exportation avec l'information stratégique, mais également avec un fonds d'exportation, etc. Beaucoup d'incitations. Mais la contrepartie, c'est quoi? C'est qu'il y a des obligations. Il faut être formalisé. Il faut déclarer, n'est-ce pas, vos informations, en tout cas administratives et financières. Il faut des états financiers, etc. Et c'est ça. Donc, parce que c'est ça, il faut que la PME, l'informel, puisse trouver... Le temps nous est imparti. Il y a également un autre aspect, ce sont les consommateurs. Un consommateur, il arrive quelque part dans des endroits moins structurés, il se dit qu'il va payer moins cher. Cela peut-il encourager le secteur informel? Oui. Est-ce qu'il faut sensibiliser également les consommateurs, monsieur? Oui. Prenez le cas des médicaments, Kër Serigne Bi. Vous avez une ordonnance, c'est le médecin lui-même qui te dit va Kër Serigne Bi. Quand vous ne payez pas la location, quand dans cette marchandise, il n'y a pas de TVA,
parce qu'ils ne payent pas, ils ne sont pas formalisés. Alors si vous enlevez la location, l'électricité, le coût d'un travailleur que vous devriez payer, mais ce sont des charges importantes qui peut-être devraient peser pour 1/5 dans le coût d'un médicament. Vous allez à Kër Sëñ Bi, on vous enlève 1/5 du prix. Et donc le consommateur souvent trouve son compte. Quand vous voyez les vendeurs à la sauvette, je vous dis, quand vous voyez un vendeur ambulant, s'il a un produit que vous désirez, il faut le prendre aujourd'hui parce que demain il ne l'aura plus. C'était un conteneur, ils sont de grands distributeurs, ils les vendent en moins de 2 jours et donc ça ne revient pas. Pour vous dire donc que les consommateurs, ils font de la proximité. C'est très important et ils sont dans le petit coût. Et donc forcément le petit prix. Par conséquent, les consommateurs sont effectivement gâtés par ce secteur informel. D'autant que si vous prenez l'aspect médicament, c'est très compliqué d'avoir une ordonnance. Il faut aller à l'hôpital, faire de la queue, voir un docteur, avoir une ordonnance avant d'aller à la pharmacie. Là, quand tu sais que tu as besoin de paracétamol, tu ne passes pas par ce trou-là. Tu vas directement à Kër Sëñ Bi, tu dis paracétamol, on te donne le médicament, tu t'en vas. Le débat est très intéressant, mais nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci, Monsieur Babou, d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes économiste. Nous avons reçu également Monsieur Dr Ibrahim Baye. Vous... C'est un de mes anciens quand même. Ça, c'est vrai. D'accord, vous êtes directeur de la planification des études à l'ADPME, l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Talk Afrique et les programmes continuent sur nos antennes.